On va commencer la visite du quai. Bon, la personne qui sont là. Voilà. Donc, ce que l'on va vous présenter, donc, ce sont des dessins originaux, mais que des originaux qui ont été faits dans le camp de concentration du Verlet d'Ariège par des artistes, peintres, internés dans ce camp de concentration du Verlet d'Ariège. Donc, et en même temps, on va vous raconter leur histoire et l'histoire du camp en faisant une petite mise en scène avec leur dessin. Donc, on va commencer ici par ce petit dessin, ce petit aquarelle qui représente l'entrée du camp. C'est un dessinateur anonyme, je ne sais pas qui a fait son aquarelle. Et elle n'est pas datée non plus. Mais la plupart des dessins sont, on va dire, signés, datés, et je dis parfois localisés, il y a marqué. Ça, c'était l'entrée du camp. Malheureusement, Libye, République française. La République française, parce que c'est la troisième République française qui a ouvert ce camp de concentration. Alors que la France n'était pas encore en guerre. Ce n'est pas le premier qui a ouvert, c'est un lieu proche en Lausanne. Et après, c'est transformé en camp de concentration femmes et filles. Donc, ici, un autre dessin, une vue aérienne. C'est donc un artiste espagnol qui s'appelle Celestino Ferrando Marti, qui a imaginé donc une vue aérienne du camp, avec la cité des gardes, le château d'eau, voilà, les baraques, après il y a eu d'autres baraques, la route Toulouse-Paris, la voie de chemin de fer. À l'heure actuelle, il reste simplement le château d'eau, les deux piliers qui marquent l'entrée du camp, et la cité des gardes mariés qui était logée ici. Donc c'est là, Fernand va vous lire un texte de Friedrich Wolf. Oui, c'est extrait de Jules, d'un recueil de nouvelles Jules. Lorsque nous, les 150 politiques, entrâmes pour la première fois dans notre baraque, nous fûmes littéralement éblouis par l'obscurité qui nous frappa en plein visage. C'était une vieille baraque en bois, délabrée, un reste de la Première Guerre mondiale. Ça empestait le fauve à plein nez. Il devait y avoir des gens à l'intérieur. Notre visage frôla des manteaux et des vêtements humides de pluie. Nous entendîmes également de grands cris, en espagnol, en italien, en polonais, en allemand, nous invitant à entrer allègrement, sans faire de manière, dans notre nouvelle demeure. Il y avait là, déjà, 50 hommes, des brigades internationales espagnoles, qui, à la déclaration de guerre, avaient été transférés de leurs anciens lieux d'internement vers ce camp de concentration perdu au pied des Pyrénées. Nous ne distinguions toujours rien. Nous étions toujours là, debout, nos pauvres bagages dans les mains, décontenancés par ce brouhaha tumultueux s'abattant sur nous. Forts de leur vieille expérience des camps, les brigadistes s'étaient évidemment emparés des litières du haut. Presque à chaque pas, nous nous cognions à des outils, des masses, des pelles, des pics. Alors, d'en haut, jaillit un avertissement amical. « Messieurs, dans ce campo, le lit ne viendra pas tout seul, à vous, hélas. » Et donc, Friedrich Wolf est arrivé le 12 octobre 1939. Il est arrivé de Roland-Garros, le stade Roland-Garros à Paris. Donc, dans ce camp de concentration, ici on a un dessin, un dessinateur anonyme, d'un appel. Il y en avait 4 par jour. Un par jour, la nuit. Il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça pouvait durer 1 heure ou plus. Avec les internés attendent, le commandant veut bien sortir, face à l'appel, et quand c'était terminé, il pouvait rentrer. C'est un classique des camps de concentration. Ici, un autre classique est la distribution de soupe, en sachant que ils n'avaient rien pour recevoir dans la soupe. Quand ils arrivaient, on leur prenait tout. Donc, dans le livre Jules, Friedrich Wolf explique que, enfin, il raconte, et quand il y a distribution de soupe, quand vous arrivez et que vous n'avez rien, une soupe chaude, vous la prenez dans quoi? Les mains, qu'est-ce qui reste? Ben, les chaussures. Donc, dans le livre, Jules dit ben moi je vais la mettre dans ma chaussure, il s'enlève sa chaussure, on lui sert la soupe dans la chaussure,
Et alors je lui dis, oh, c'est dégueulasse ce que tu fais, tout ça. Il ne veut pas sa part de soupe, hein, mais moi dans ma chaussure. Après les autres, ils se touchent la chaussure pour avoir la soupe. C'est un processus de déshumanisation. On oblige les gens à se comporter de façon voilà, abjecte. Et là, vous allez voir dans l'extrait que va vous lire Fernando, l'arrivée de Erwin Blumenfeld, c'est le photographe ensuite. Là. Erwin Blumenfeld, oui, un Allemand, qui est arrivé en 41. Extrait du livre Jadis et Daguerre. Je n'avais jamais encore entendu le nom de cet enfer. Le Vernet, tout le monde descend. Pendant toute la durée de la guerre, je n'ai jamais vu un tel rassemblement de jeunes soldats français. Nous fûmes poussés à coups de crosse, un par un, hors du train, avec nos bagages, comme si un seul d'entre nous avait pu avoir l'idée saugrenue d'opposer la moindre résistance. Un portail d'honneur grillagé, décoré d'un drapeau tricolore, pendant lamentablement, nous accueillit, tout près de la gare et juste derrière un terrain de foot, centre d'accueil des étrangers. En plein jour, au milieu de la rue, nous fûmes contraints à nous déshabiller, et c'est nus comme des vers que nous prîmes position derrière nos affaires. Les habitants du Vernet allaient et venaient sans s'occuper de nous, pendant que chacun était fouillé jusqu'à la prostate pour découvrir des trésors cachés, argent, armes ou drogue. Une horde déguenillée de singes humains décharnés regagnait qu'à un cas le camp au pas de course. Des squelettes aux yeux caverneux, issus du triomphe de la mort de Bruegel. On n'avait pas encore découvert l'homme d'Auschwitz. Nous les fixions incrédules. Ils savaient, eux, que personne ne sortirait vivant de ce lieu et ricanaient « Attends, bientôt !» Je croyais être victime d'une hallucination collective. Ni la France, ni moi ne pouvions être tombés si bas. On confisqua la trompette du nègre Fernster. L'un de nous, qui avait gagné sa croix en se battant comme légionnaire pour la France, fut contraint de s'en séparer. Après des heures pendant lesquelles se déroula la torture du comptage, nous fûmes affectés à la baraque 30, groupement A, droit commun et combattants d'Espagne. B, c'était pour les prisonniers politiques. C, les suspects. Mon crime impardonnable était de m'appeler Blumenfeld, commençant par B. Derrière les tranchées et d'inextricables entrelacs de barbelés et de fils à haute tension se dressaient des cabanes désolées, sans fenêtres, surpeuplées de cadavres pourrissants allongés dans une boue merdeuse d'où émergeaient des pierres pointues. La puanteur de la diarrhée envahissait tout. En arrière-plan, les Pyrénées. Ici, je dessin de la soupe, donc je ne l'ai pas précisé. C'est un Italien qui l'a fait, Thomas Sarti. Dans le camp, il y a 80 nationalités et 5 continents qui sont passés. Thomas, le monde entier. Comment vous avez récupéré tous ces dessins? Alors, en fait, un journaliste qui m'avait un peu énervé, qui m'a posé la question, qui dit que nous, on n'a rien fait. En fait, on fait notre travail d'histoire et de mémoire, et les gens, ils voient le travail qu'on fait, ils voient que c'est sérieux, et donc ils nous contactent de différentes façons. Ici, Pitoum, on a eu ces dessins grâce à un ami qui était ami avec quelqu'un, avec le petit-fils de ce peintre via Facebook, d'autres parce qu'ils nous entendent parler, voir ce que l'on fait, donc voilà. C'est notre travail qui fait que les gens nous font confiance pour donner ces dessins, notamment, on verra après pour cet artiste-là. Parfois on a un dessin, là pour cet artiste on en a 650. Ah oui. Voilà. L'échelle est très large. On va venir ici de ce côté. Pour ces 3 dessins qui sont là, ici, là. Donc cet artiste Giuseppe Capone, un Italien, qui est arrivé en même temps que Sarti, est reparti en même temps que lui, qui a dessiné donc ici les cuisines. Il y a des numéros aussi, ça correspondait à la baraque. Chaque baraque avait ses internés qui allaient cuisiner pour la baraque. Alors, cuisiner de bien grand mot, c'était surtout faire chauffer de l'eau. Hein. Voilà. Ici donc, ici toujours cet artiste qui a représenté donc, les lavoirs, les internés qui lavent leur linge ou se lavent un peu. Et ici l'intérieur d'une baraque. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été au musée Reina Sofia à Madrid. Si vous n'y avez pas été, ce dessin, lui, il y a été. Parce qu'en fait, le musée Reina Sofia
D'abord le musée des abattoirs, puis le musée de Barcelone, le centre de culture contemporaine de Barcelone et le musée Reina Sofia. On choisit ce dessin et le dessin de, je n'ai pas précisé, de Celestino Ferrando Marti pour faire partie d'une exposition consacrée à Frances Tosquelles. Donc notre travail est reconnu, on va dire, de façon internationale et ils doivent partir aussi à New York, Folk Art Museum de New York. Ici, un peintre hongrois, on n'a qu'un seul dessin original de ce peintre. Les autres sont au musée de la résistance et de la déportation de Besançon. Et là, bon, c'est surtout ces internautes qui discutent le désespoir qui apparaît souvent dans les dessins. Ensuite, vous allez faire une petite gymnastique des yeux. Vous allez bien regarder ce dessin. C'est l'intérieur d'une baraque. Il faut savoir que dans ces baraques comme cela, qui faisaient 33 mètres sur 6 mètres de large, ils étaient jusqu'à 200. C'est-à-dire que chacun avait 50 cm, c'est-à-dire une largeur d'épaule pour dormir. Et donc là, vous regardez ce dessin, la baraque est en terre battue, il n'y a pas de chape, c'est-à-dire que quand il pleut, ben c'est de la boue. Il y a simplement un niveau, 2 niveaux, pareil en face, là pas de fenêtre pour l'instant, et 2 ouvertures de chaque côté. 6 mètres de large, c'est ça? 6 mètres de large, 33 mètres de long. La hauteur, je ne pourrais pas vous dire, mais bon, 3 mètres sous la ferme ici. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace pour se tenir debout, on peut être qu'allongé, là le plan est incliné. Ça c'est la première série. Après la deuxième série, on va dire, c'était plutôt des chalis de 2 sur 2. Un ici et un en haut. Voilà. Ça c'est la première partie. On vient ici, on va essayer de vous rappeler ce dessin, comment il est, de Giuseppe Capone. Ici, un autre dessin qui représente à peu près à la même période, mais c'était 1940, c'est plutôt 1941, l'intérieur d'une baraque. Et on voit que ce sont 2 versions, 2 visions plutôt différentes. Celui-là, un dessin carré, propre, léché. Et là, bon, après ils faisaient ce qu'ils avaient aussi. Ça donne l'impression de ça grouillé, qu'il y avait de la vermine, ce qui était le cas. Parce qu'autant de monde interné comme ça, enfermé dans des maisons, dans des baraques comme ça. Voilà. Et Fernando, il va nous lire un texte d'Arthur Koestler. Arthur Koestler, oui. Extrait du livre La lie de la terre. Les baraquements étaient construits en planches, couverts d'une sorte de papier goudronné. Chaque baraque contenait 200 hommes. Elles avaient 30 mètres de long sur 5 de large et leur mobilier consistait en 2 plateformes superposées courant le long des murs et laissant un passage étroit au milieu. L'espace entre les 2 plateformes était d'1 mètre, de sorte que ceux qui occupaient la plateforme inférieure ne pouvaient jamais rester debout. Dans chaque rangée, 50 hommes dormaient, les pieds vers le passage. Les rangées étaient divisées en 10 compartiments par des piliers de bois supportant le toit. Chaque compartiment contenait 5 hommes et avait 2,50 m de large. Ainsi, chaque homme avait 50 cm pour dormir. C'est-à-dire que les 5 devaient tous se coucher d'un même côté, et si l'un d'eux se retournait, tous devaient se retourner. Et c'est de là qu'est née aussi la légende des scientifiques que la densité dans le camp de concentration de Vernet d'Ariège, c'était 1 million d'habitants au kilomètre carré, parce qu'ils avaient 50 cm sur 2 mètres, c'est-à-dire que chaque interné avait 1 mètre carré pour dormir. Donc quand on le rapporte au kilomètre carré, ça fait 1 million d'habitants en densité au kilomètre carré. Ici, toujours Igor Jasinski, qui a décrit ici, évidemment de mémoire, son interrogatoire. Donc l'interné, il est représenté en blanc, les gardes qui interrogent et derrière les gardes qui sont derrière lui pour éviter qu'il s'échappe, si tant est que ça nous traverse l'esprit. Donc ce dessin, il est très fort pour faire ça. Sa simplicité. Après chacun, après vous pouvez continuer à regarder les dessins. On a mis ici, quand vous voyez ce genre de documents, c'est des fiches d'internement, nom, prénom, nationalité, profession, le nom du père, de la mère, si l'interné était marié, quand c'est qu'il est arrivé, d'où il venait, quand c'est qu'il est parti et où il a été envoyé. Voilà.
Et ici, des biographies. Ici, on est en liaison avec le fils de ce peintre, Igor Yasinski, qui s'appelle lui aussi Igor Yasinski. Donc, quand on communique des biographies, on peut les mettre. Tout ce qu'on affiche, c'est que, on le sait, on ne l'invente pas, quoi. Voilà. Soit c'est des documents d'archives, soit c'est des gens qui nous disent, qui nous racontent l'histoire de leur père, quoi. Alors, on va passer ici, dans un autre registre. Donc, ce sont des caricatures faites par un peintre en espagnol, Canisabes, signé Cani, qui date de 1944. Alors, celles-là, ça fait très longtemps qu'elles sont dans le musée, peut-être 30 ans. C'est vraiment les premiers dessins que l'amicale a eu. Des caricatures des personnages. Parfois, sur certains dessins, on marque qui est le personnage. Si on le sait aussi. Mais là, bon, on ne peut pas vous dire qui sont ces personnages. Donc, vous voyez qu'il y a. Dans le cas, il y avait de l'activité culturelle pour maintenir le moral des internés. Parce que pour éviter qu'ils s'effondrent, tout simplement, donc les internés entre eux, ils faisaient des dessins. Il y a eu des pièces de théâtre qui ont été jouées, il y a eu des séances de cinéma aussi, il y a eu des livres écrits, il y avait des projets d'alphabétisation, des discussions politiques, même si ça c'était évidemment interdit. Voilà pour que les internés. On sent que le peintre veut leur redonner de l'humanité. Mais c'est ça. Leur donner comme ils étaient avant. Parce qu'en fait. Par la coiffure, par les. On parle des souffrances physiques parce que bon, la plus grande cause de mortalité c'est la cachexie, c'est-à-dire qu'on les a laissés crever de faim. C'est ça. Mais c'est parce que c'est plus difficilement quantifiable les souffrances psychologiques aussi, surtout quand il y a eu le phénomène de la déportation. Parce que là, bon, on est un petit groupe, et puis le lendemain, la moitié du petit groupe disparaît. Donc ceux qui restent, bon, ceux qui s'en vont, les pauvres, bon, ils sont partis, mais ceux qui restent, ils se demandent, mais il a été mon copain, bon. Quelques mois passent, puis le groupe, encore une moitié disparaît, toujours pareil, il y a une question, où c'est qu'ils ont été, puis au bout d'un moment, on se dit, et moi, quand c'est que je vais partir, où je vais aller, quoi. Donc cette incertitude-là, voilà. Parce qu'en fait, c'est un internement arbitraire, pas de jugement, pas d'avocat. Peut-être que les familles ne savent même pas que ces personnes ont été arrêtées et enfermées là. Donc à l'époque, il n'y a pas les moyens de communication de maintenant. Donc c'est vrai que ces souffrances psychologiques, c'est important. Et le psychiatre dont je vous parlais tout à l'heure, Francesc Tosquelles, lui s'est fait volontairement enfermer dans le camp de concentration de Zetfo pour soigner justement la détresse, les maladies psychologiques des internés. C'est devenu un très grand psychiatre. Oui, oui. Et cette expérience, elle va alimenter le fait qu'il crée plus tard la psychothérapie institutionnelle, qu'il soit dans les premiers mouvements à vouloir arrêter de considérer les internés psychiatriques comme des prisonniers, etc. Mais là, ces personnages qu'on retrouve sur les 5 tableaux parmi eux, on ne sait pas qui c'est. Non. Parce que c'est toujours le même. Oui, c'est un caricaturiste, donc bon, ça. Les codétenus peut-être Oui, certainement, de toute façon. Tout ce qui représente des. Moi, pas bon, du Châtelier, j'y pense, je vous le dirai tout à l'heure, mais ils représentent d'autres internés, leurs camarades. Quoi. Et après, faire ces dessins, ça permettait peut-être de faire sûrement de faire du troc avec les gardiens. Je te fais le portrait, toi tu me donnes un paquet de cigarettes, toi tu me donnes un quignon de pain, enfin voilà. Il y avait des échanges comme ça qui devaient se faire. On va passer à l'autre colonne qui est là. On va commencer par ces dessins qui sont là. Là, c'est le même peintre, donc Paul Pitoum. Il est en Ukraine, c'est un Russe. Il se fait arrêter lui aussi. Il passe par le camp de concentration de Roland-Garros. Il joue au tennis à l'heure actuelle, il y a les professions, il joue au tennis là. Les camps de concentration de Roland-Garros, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Arthur Koestler qui le dit dans La Lie de la Terre, il l'appelle comme ça. Donc nous, on l'appelle aussi comme ça. Parce que c'était appelé comme ça à l'époque, on garde la même dénomination. Toujours les cuisines pour faire chauffer la soupe. Des dessins très, très sobres au crayon. Et en fait, lui, cet homme, il a pu avoir l'autorisation d'avoir son matériel de dessin, que sa femme lui a amené, à la condition, il fallait que d'abord, il fasse le portrait du chef du camp. Il a fait le portrait du chef du camp, et il a eu son matériel de dessin. Et vous allez voir que vraiment pour lui, d'avoir ce matériel, c'était vital.
Donc d'autres dessins ici. Ici, ce sont les scènes de la vie quotidienne, les urinoirs. Voilà le désespoir des hommes qui sont assis par terre. Ici, je vais assez vite parce qu'après vous pourrez y revenir. Ici, donc des barbelés. Ici, c'est une vue que j'ai eue récemment pour son petit-fils depuis le camp. Ce n'est pas une vue qui représente le camp. Hein. C'est ce qu'on voit depuis le camp. C'est la ferme qui est à côté du camp qui avait été annexée par les Allemands pour en faire un quartier général. On continue, on finit le tour. Vous allez voir que ici, bon, quand on a mis des petits cartels comme ça, c'est ce qui est écrit, les joueurs d'échecs, ça c'est lui qui l'a écrit, les joueurs d'échecs. À part celui-là, parce qu'en fait celui-là, cet homme a fait ce dessin le 1er juillet 1940, et c'était vraiment vital pour lui, parce que le 5 juillet 1940, il est décédé, et il est enterré au cimetière du camp. Donc il a peint, il a dessiné jusqu'à la fin. Mais après les petits cartels, c'est ce que le peintre a écrit, on a essayé de les marquer pour que ce soit plus lisible, parce que c'est vrai que parfois c'est compliqué de pouvoir lire. Derrière vous, ici, deux autres dessins, on reconnaît le style de Paul Pitoum. Alors lui, c'est un Congolais belge, Moya Boniface, qui a été libéré le 17 février 1940. Et ces dessins ont été faits le jour de sa libération par Paul Pitoum. Et bon, je ne l'ai pas mise là parce qu'on ne pouvait pas s'approcher. On a retrouvé la fiche, dont il s'appelait Moya Boniface, sa fiche d'internement avec le jour de sa libération, 17 février 1940. À côté, des dessins de Léo Campion qui représentent Sándor Garay. Alors Sándor Garay, c'est un journaliste hongrois. Pareil, arrêté, interné le 12 octobre 1939, et qui lui a fait réaliser, il était scénariste, on va dire, un carnet de dessin, et a écrit une pièce de théâtre qui a été jouée en mars 1940 dans le camp du Vernet, plusieurs fois pour que... Le champion, ça a à voir avec le chancelier. Oui, c'est lui. c'est lui. Et donc, Monsieur Garay donc, a écrit une pièce de théâtre qui a été jouée en mars 1940, plusieurs fois pour que les internés puissent la voir. Il a réalisé un carnet de dessin aussi qui fait partie de sa pièce de théâtre. Le carnet de dessin s'appelle Voyage dans le curieux pays du Vernet. Et la pièce de théâtre s'appelle La Grande Illusion. Bon, elle se finit sur Mars. Voilà. La Grande Illusion. À côté, un dessin de Teixidor, Angel Sanchez, le papa de Fernando. Voilà. Marc Blanc, c'est frappant. Voilà. Je profite. Il y avait un peu plus de cheveux. Ensuite, Là, il était beaucoup plus jeune, il avait 20 ans. oui, c'est vrai. Toi, tu as couru trop vite et tu les as perdus. Exactement. À côté, donc, c'était un abat-jour, qui était vraiment en forme d'abat-jour, réalisé par un dessinateur qui s'appelle Youp. On n'a pas plus de renseignements sur lui, on n'en a pas retrouvé. Youp, ça peut venir de Youpin. On n'a pas du tout retrouvé quelqu'un qui s'appelait Youp. Bon, voilà. C'était vraiment un abat-jour avec la forme, et là, bon, avec le temps, il s'abîmait, donc on l'a encadré. Tous ces dessins qui ont été encadrés assez récemment, ce sont des verres anti-reflets. C'est 200 € le mètre carré. Mais ça protège plus de la lumière. Et au moins, quand on regarde le dessin, on ne se voit pas, on voit le dessin. La série qui est là-bas, c'est les premiers qu'on a fait. On ne nous a pas fait un verre anti-reflet. Donc maintenant, Fernando va vous lire un texte d'Arthur Koestler. Et toujours extrait de la liste de la Terre. Les planches étaient recouvertes d'une mince couche de paille, et la paille était l'unique mobilier transportable de notre baraque. C'était en fait une grange. Il n'y avait pas de fenêtre, mais une ouverture rectangulaire découpée dans le mur de planches servait de lucarne. Il n'y eut pas de poêle pendant l'hiver 1939. Pas de lumière et pas de couverture. Le camp n'avait pas de réfectoire. Il n'y avait pas une seule table et pas un seul tabouret dans les baraques. Il n'y avait pas d'assiette, de cuillère ou de fourchette pour manger. Pas de savon pour se laver. Une partie des internés avait les moyens d'en acheter.
L'autre était réduite au niveau de l'âge de pierre. Voilà, donc le dénouement complet. Le tableau qui est à côté, en fait, là où il y a écrit camp de concentration Vernet 1939-1940, réalisé par Konstantin Sikaczynski. En fait, c'est comme une enveloppe qui contenait tous les petits dessins qui sont autour, et notamment les cartes postales, et qui étaient certainement que M. Sikaczynski devait revendre aux internés pour échanger. Et on a retrouvé une lettre écrite sur une carte postale comme ça. Et les autres, les tout petits, derrière, on voit qu'ils ont été collés quelque part et enlevés, quoi. C'était des cartes postales qu'on proposait aux Non, internés. je pense que c'est l'interné lui-même qui proposait ça pour faire un échange, pour faire du troc. D'accord. Bon, des internés n'avaient rien parce que bon, lui, Sikaczynski, il était russe. Hein. Donc, pour sa famille, il risquait pas de lui envoyer quelque chose. Mais des internés qui pouvaient avoir de leur famille un peu d'argent, un peu de. Après, ça permettait de troquer, quoi. Il fallait survivre. Voilà. Alors on va passer maintenant à l'autre partie de l'exposition qui elle est consacrée à un seul peintre. Juste après ici, il a été attrapé. Et on lui donnait des rats à manger et des feuilles d'acacia. Ça n'aurait pas fait la Ici, le feu d'acacia, c'est encore l'été, c'est beau, mais l'hiver. Bien sûr, oui. C'est une brochure de cette exposition. Les divers peintres qui nous a Alors ici donc sur ce mur, c'est un mur dont je vous ai dit c'est cet artiste peintre haïtien, Carlos du Châtelier. Vous avez un autoportrait ici. On a 650 dessins de cet artiste. Et on lui a dédié une exposition en fois qui s'appelait Carlos du Châtelier, artiste peintre haïtien, engagé. Quand il est arrivé d'Haïti en France, il était déjà communiste. Il s'est engagé dans la Légion étrangère pour se battre pour la France en 1939. Il était communiste dans la Légion, voilà. Donc en fait, il a été accusé de vouloir monter le soviet, afin de s'enlever le moral des troupes. Il a été envoyé à la citadelle de Perpignan, en prison. Il a été jugé à Montpellier. Prison de la Santé, prison militaire de l'Odève, prison militaire de Montpellier. Et finalement, on l'a interné au camp de concentration du Vernet d'Ariège. Là, il a essayé de s'évader. Il a été envoyé 6 mois à la prison de Foix. Il est revenu au camp du Vernet. Il a été déporté à l'île d'Origny. Il y avait des camps de concentration, c'était les îles anglo-normandes. Quand les Alliés ont pris Cherbourg, l'île d'Origny a été évacuée par les Allemands. Et donc, on formait un convoi de déportation qui passait par la Bretagne, qui remontait, Vierzon. Et là, il s'est évadé à. Je ne me rappelle plus si c'est Saint-Lys ou Sens, je ne sais plus, je viens de trouver. Et dans la brochure qu'on avait réalisée, je n'avais pas marqué parce qu'on n'avait pas la preuve de son évasion, mais il s'est évadé. Il a pu retourner chez lui à Paris, quoi. Mais il n'a jamais pu vivre de son art, quoi. Voilà. Son parcours. Et récemment, dans un livre écrit par Serge Billet, un journaliste France Télévisions, qui a écrit un livre qui s'appelle Noir dans les camps nazis. Il parle de Carlos du Châtelier en disant que comme il était haïtien, en 1941, la Croix-Rouge suisse a pu lui envoyer, parce qu'il avait demandé du matériel de peinture. C'est la question qu'on me pose, comment il faisait. Voilà, là j'ai une réponse maintenant, avant je ne l'avais pas. Mais ils n'ont pu envoyer que de quoi faire de l'aquarelle, fusain et crayon, pas de peinture à l'huile. C'est marqué comme ça. Peinture à l'huile, en discutant avec les gens, peut-être qu'il fallait des solvants pour la peinture à l'huile, et donc voilà, des solvants inflammables, donc qui pouvaient servir à faire je ne sais quoi. Donc voilà. On a décarné, vous voyez, ces 3 dessins sont des esquisses qui sont tirées on voit les petites trous là qui sont tirées d'un carnet de dessin. Et comme tous les peintres, il avait des carnets de dessin, il s'entraînait quoi, hein, à dessiner des mains, puis il avait un talent fou. Quoi, hein. Donc ici, des galeries de portraits, Rudolf Léonard, un poète allemand, avec sa fiche d'internement.
un très beau portrait. Je ne sais pas qui c'est. Ici, Julius Goldstein. Ici, la notation, le gitan, un des rois du marché noir. C'est Carlos du Châtelier qui l'a noté. Donc, voilà, on l'a retranscrite. Franz Dahlen, un homme politique communiste allemand, qui a aidé, quand le cimetière a failli disparaître, à éviter qu'il ne disparaisse. Donc, une galerie de portraits. Kronoer, c'était un chef d'orchestre musicien. Voilà. D'autres portraits. Ici, Pouchez avec sa fiche. Là, il a écrit avec un Z, c'était écrit avec un Z. Pouchez, nous, on l'a trouvé avec un S. Et puis d'autres portraits. Ici, bon, une corvée d'épluchure, un sous rose. Un dessin de la vie du camp, distribution de soupe. Là, on voit qu'ils ont quelque chose, certainement des boîtes de conserve. Ça, c'était l'âge du fer blanc. Ici, des discussions, des échanges, peut-être un tournoi d'échecs ou de domino. Il fallait passer la journée, en plus des corvées qui étaient à faire. Ici, des petits dessins tirés d'un carnet aussi. L'architecte Lehmann. Rudolf profite du soleil, c'est Rudolf Léonard. Ici, Mavromakis. Il y a le nom écrit derrière. Menkes. Voilà, quelques noms. L'américain. Qui était-il Il y a des Américains qui sont passés par le camp. Voilà. D'autres portraits. Et il a un vrai talent. Ah oui, non, mais c'est sûr. Parce que quand on voit sur un tableau comme ça, à la fois il fait le poids, on le sent à la position, et en même temps ça lui fait une verticale. Et, enfin voilà, c'est mais c'est vrai qu'il y avait une tradition à Haïti de peinture. Là, c'est pas On est sûr qu'il y avait un Américain encore. Ah oui, parce qu'il y en a un qui est enterré au cimetière. Il y en avait à peu près une dizaine, 11 je crois. On a le consul des États-Unis de Marseille qui est venu visiter le musée et qui est venu donc déposer une gerbe sur la tombe de cet Américain. L'ancien Évriade. Non, apparemment celui-là, on ne sait pas. Il était pilote d'avion. Il a été arrêté à Nice et il a été déporté au Vernet, interné au Vernet en tant qu'étranger indésirable. Mais la raison exacte, on ne la connaît pas. Mais je vous dis, il y a 75 nationalités, il y a des Chinois par exemple, il y a un Australien, qui fait le continent océanique. Après, l'Afrique aussi, on a trouvé là récemment dans les Afriques du Sud, les Belges. Il y a un Éthiopien qui est enterré au cimetière. Il y a des Marocains, des Algériens. Le monde entier est passé par là. Et puis donc ensuite, l'Asie, des Turcs, des Irakiens, des Chinois, des Iraniens. Et donc, on estime à 35 000. Sur les 35 000, on en a identifié 30 000. Avec un énorme travail au niveau des archives. Aller aux archives, ensuite d'exploiter, de faire des listes, de faire des croisements. C'est comme ça qu'on a découvert le premier convoi de déportation qui part de France, le 25 juillet 1940, 178 personnes qui sont emmenées à Chalon-sur-Saône, du point de passage de la ville de déportation, et remis aux autorités allemandes. Et après, il y a eu aussi le convoi du 20 août 1940, où là, c'est depuis le camp des Alliés près d'Angoulême. On appelle ça le convoi de 927, parce que c'était 927, qui ont été envoyés à Mauthausen, directement dans un camp de concentration en Allemagne, ou d'extermination. Et ils n'ont gardé que les hommes et les enfants de 15 ans. Donc, on va vous dire que les mères, elles essayaient de dire à leurs enfants de paraître petits, quoi. Et ensuite, les femmes, les filles et les enfants, les garçons les plus jeunes, au lieu de les ramener au camp des Alliés, au camp de concentration des Alliés près d'Angoulême, et la France les a envoyés à Irun, Andaï, Irun, les Alliés à Franco. Je veux dire que ces femmes avec des enfants catalogués au rouge ou femmes de rouge, l'accueil. Donc,
c'est vrai qu'avec ce gros travail qu'on fait, ça nous permet d'identifier dans des convois comme ceci, de trouver dans les archives départementales de l'Ariège des endroits improbables une liste de déportation. C'est comme ça qu'on a trouvé un convoi de 107 Italiens qui ont été envoyés, livrés à Mussolini le 18 juillet 1943. 127 carabiniers sont venus les chercher, ils étaient 107. Ouais, pratiquement un champion. Il ne pas s'échapper. Voilà, donc 30 000 personnes identifiées. Alors aujourd'hui, on en est à 80 nationalités. Voilà. Compris dans 4 ans à peu près. Presque 50, parce que de février 39 au 30 juin 44, et il y a par exemple un interné, Adam Bogus. Lui, il est arrivé le 7 octobre 1939. Il venait du camp de concentration de Rieux-Cross, en Lozère. Il est reparti le 30 juillet 1944. Lui, il a fait, on avait compté un jour, 1561 jours. Et puis d'autres, parfois, un mois ou une semaine. Bon, c'est... Combien de morts? 30 000? Là, au cimetière, il y a 152 tombes. Mais il y a eu des exhumations. Et dans le dernier travail qu'on a fait de recensement, des gens décédés suite à leur internement, alors, soit dans le camp, soit envoyés par exemple à l'hôpital psychiatrique, on trouve le psychiatrique qui est décédé à l'hôpital psychiatrique, ou envoyé ailleurs et décédé dans un hôpital, c'est 228. En sachant que le camp il ouvre le 9 février 39 et que la première tombe c'est le 19 mars 1939. Donc, entre le 9 février et le 19 mars, il y a eu des morts. Alors, c'est pas... Donc en mars et avril, il y a des morts quasiment tous les jours. 19 mars, 20 mars, 21 mars. Ce n'est pas le syndrome de la fosse commune. Et on se dit que pour éviter les épidémies, ils ont été enterrés en plein champ, autour du camp. Et si un jour quelqu'un a retrouvé les ossements... C'est une population assez jeune. Il y avait une population d'une centaine d'années. Ah non, il y a des gens de 60 ans qui ont été internés. Par exemple, le 12 octobre 1939, il y a M. Veil, je ne me rappelle plus son prénom. Bon, lui, pareil, il arrive de Roland-Garros, il est interné le 12 octobre 1939, il décède un mois après. C'était quelqu'un qui avait une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que les combattants de la guerre d'Espagne, en sortant de la guerre d'Espagne, dans des conditions difficiles, ceux qui étaient blessés, tout ça, ça devait être très difficile. Mais quand ils se retrouvaient enfermés, ils n'étaient plus bombardés ni rien. Tandis que si on vient vous chercher chez vous, vous êtes tranquille dans votre maison ou dans votre appartement et que vous vous retrouvez à dormir sur des planches sans rien à manger, dans le froid et tout ça, ben, votre corps, il a plus de mal à s'adapter. Voilà. Mais il y avait vraiment tous les âges. Et là, au mémorial de la gare, ce que l'on a fait, c'est que pour certains, on a mis, pour certains convois de déportation ou d'internement, le nombre de jours, par exemple, d'internement. Pour d'autres, on a mis l'âge des internés. Enfin, on a choisi, on a mis, par exemple, les motifs d'internement aussi, pour ceux qui ont été envoyés à Djelfa, en Algérie. Il y avait un camp de concentration là-bas. On a envoyé en 6 convois 745 internés. Voilà, on a essayé de donner des différentes informations au public. Il y a eu, ce qu'on en a compté, 6226 personnes déportées sur les 35 000. 6226 parce qu'on les a comptés. Déportés en Allemagne. Ou ailleurs. Alors, nous on dit sur les territoires du Troisième Reich, parce que ceux qui ont par exemple été envoyés à Auschwitz, c'est pas en Allemagne. On dit les territoires du Troisième Reich, en Algérie, qui était française, mais c'était quand même une déportation, en Italie aussi, et aussi il y a eu des rapatriements forcés vers l'Espagne. Forcés ou fortement incités. Si, mais va revoir, tu vas retrouver ta femme là-bas, tu vas retrouver ta famille. Voilà, donc c'est ces 4 déportations, donc Espagne, Italie, Algérie et territoire du Troisième Reich. Et on ne compte pas là-dedans, évidemment, quand il y a des déplacements, par exemple, du camp du Vernet, on a envoyé au camp de Gurs. C'est pas une déportation, c'est un déplacement d'un camp à un camp. Là, c'est, par exemple, ceux qui ont été envoyés à Chalon-sur-Saône, la ligne de démarcation, ils ont été remis aux Allemands. On en a retrouvé certains qui ont fini en camp de déportation, en camp de concentration en Allemagne, d'autres qui ont été tués. Bon, c'était pas pour leur bien-être. C'est une déportation remise aux autorités qui occupent le pays. Quoi. Et c'est ce qui était marqué dans les 2 conventions d'armistice avec l'Allemagne et avec l'Italie. Et le cimetière, vous savez quand même qu'il n'y a pas beaucoup de morts par rapport à la réalité. Il reste 152 tombes. Si vous y avez été après, il y a 2 petites tombes, mais ce sont les cendres d'anciens présidents qui sont là. Et après, nous, on en a trouvé 228, en comptant des gens qui sont morts. Il y en a qui sont morts à l'hôpital de Sabarthes, à Tarascon, à Saint-Dizier, à Saint-Giron, à Foix, à Pamiers, à Toulouse, à l'hôpital Marchand, dans différents endroits.
Moi, je pense qu'il en manque. Donc 228 de la totalité. Ça fait pas énorme. Ça fait pas énorme, c'est sûr. Mais bon, après, moi, je ne vais pas vous dire combien il en manque parce que je n'ai pas trouvé la preuve. Mais moi, je dis que certainement, pour les Espagnols, c'est sûr qu'il en manque parce que il y a le 19 mars, le 20 mars, le 21 mars, il y en a tout fait. C'est quasi quotidien. Donc c'est sûr qu'entre le 9 février, date où on a trouvé la première personne qui a été internée, et ce 19 mars, il y a des gens qui sont décédés. Mais je ne peux pas vous dire combien ni qui c'était. Parce qu'on pourrait faire des fouilles, des archéologues, Oui. des camps, enfin, Maintenant, c'est plus le même agriculteur qui a fait les terrains tout autour. Peut-être que l'agriculteur à l'époque, s'il a trouvé des ossements, peut-être qu'il n'a rien dit. Je ne sais pas. C'est une hypothèse. Oui, tu as parlé des retours forcés en Espagne, mais cela, est-ce que je ne pense pas que vous les ayez comptés dans les convois, puisque vous partiez à partir de 10 personnes. Or, la plupart des rapatriements en Espagne, là, je pense que c'était plutôt quelques unités, enfin, à moins que tu en ayez trouvé. Non, là, pas spécialement. Voilà. Mais alors bon, que dans d'autres lieux, il y a des convois de plusieurs centaines de personnes. Là, donc, dans les 6200, sans doute que ceux-là ne sont pas collectivement déportés, puisque vous êtes partis sur le seuil de 10. Oui, après, dans les 6226, on dit qu'il y a 55 convois, parce que nous, on a décidé qu'un convoi, c'était 20 personnes le même jour et la même destination. Mais s'il y a par exemple une dizaine d'internés qui ont été déportés, qui font partie des 6226, mais pas des 55 convois. On compte quelques déportations individuelles, ou par petits groupes, il y en a 300 ou 400, et après la plupart, les 55 convois, ça représente, je crois, presque les 6000, donc les 226, on va dire, en arrondissant, ils ont été des déportations de 2, 3 ou 1 personne. Et ça, nous on fait un gros travail d'archives, donc c'est argumenté quoi, quand on nous dit mais t'es sûr? Oui, je suis sûr parce qu'on travaille quoi. On n'avance pas des chiffres. Bon, quand je dis 35 000, ça on estime, on en a répertorié 30 000. Et sur les 15 000 estimés étrangers indésirables à partir d'octobre 39 jusqu'au 30 juin 44, quand le camp est ferme, sur les 15 000 estimés, on doit en avoir 14 500. Donc voilà, c'est pas des lubies. Quoi. Et le dernier jour du camp, c'est le 30 juin 44. Là, c'est ce qu'on a appelé le train fantôme. Donc, alors le train part pas du camp, ils partent en camion et en bus pour prendre tout le monde, à part 2 internés qui s'évadent ce jour-là. Et donc ils arrivent à Toulouse, à la caserne Caffarelli. Et là, le 3 juillet, donc ça va être le départ de ce qu'on appelle le train fantôme, parce que c'est pas ça, trop où il était, qui est remonté en passant par Bordeaux jusqu'à Angoulême, 30 juin 1944. Les voies barrées par la résistance qui faisait des attentats pour pas que les Allemands envoient des troupes en Normandie. Ils sont revenus à Bordeaux, ils ont été enfermés pendant 3 semaines dans une ancienne synagogue. La résistance a fait des attentats autour de Bordeaux, donc là 12 déportés de ce train fantôme ont été choisis et fusillés en otage. Et puis, en plus des 403 du Vernet à Toulouse, on y avait rajouté déjà des gens du camp de concentration de Noé, de la prison de Castres et de la prison Saint-Michel. Quand ils s'arrêtent à Bordeaux, on y rajoute des gens du fort du A, qui était une prison. Ce convoi est repassé vers Toulouse, jusqu'à Roquemort. Là, pareil, les voies sont barrées. Donc on oblige les déportés à faire une marche de 17 km jusqu'à Sorgues. Là, un convoi les attend déjà. Qui dirigeait ce convoi, c'était un Allemand, un fonctionnaire zélé, efficace. Et en fait, le 28 août, ils arrivent à Dachau, les hommes sont livrés à Dachau, et les femmes changent de train, et on les envoie à Ravensbrück, qui est beaucoup plus haut dans le nord, et elles arrivent début, là j'ai pas la date, mais c'est début septembre. Et en tout, on estime à 700 personnes, on est 403 du Vernet, on a les noms, 700 personnes en tout, la liste n'est pas complète, mais au moins 700 personnes et beaucoup d'évadés, de gens aussi tués, parce que... Ça fait 200 évadés à peu près. Ah, c'est énorme. Il y a eu pas mal, parce qu'il y a eu un film sur ce convoi, c'est Oui. les derniers convois, et puis tout ce qu'ils ont souffert, ils sont restés par moments sur les voies, sans boire, sans manger. C'est une histoire vraisemblable. Mais il y en a une partie, une quarantaine, je crois, qui se sont échappés. 200, oui, on en a trouvé encore il y a quelques années, 68, qui n'étaient pas comptabilisés par la famille. Et donc à 200, c'est énorme. Au camp du Vernet aussi, il y a eu pas mal d'évasions. Oui. Il y a très longtemps, j'avais vaguement
regardé, peut-être que vous êtes mieux à jour, il y avait à peu près 200-250 privations. Oui, même plus, je pense. À l'époque, voilà, j'avais relevé ça. Mais c'est-à-dire aux archives de Foix, il y a 500 mètres linéaires sur le camp. C'est les plus grosses archives. On a de la chance parce que par exemple le camp de Sept-Fonds, à côté de Montauban, là sur simple coup de fil, le directeur du camp a demandé à s'il pouvait détruire les archives et le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé de détruire les archives à la fin de la guerre. Et c'est évidemment c'est déplorable. Mais pour nous c'est encore plus dommage parce que ce qu'on appelle la période des Espagnols de février à septembre 39, où l'appareil, à l'intérieur du camp, au début de l'été 39, ils sont 15 000. Pamiers à 13 000 habitants au début de la guerre, 14 000 à la fin, 13 000 au début. Donc, ce qui veut dire que la commune du Vernet était la plus grosse commune d'Ariège avec 14 618 exactement, bon, 15 000. Voilà. Quand on arrondit, c'est quelques centaines. Bon, 15 000, ça veut dire que là, la salle est... Et le nord du monde, on est à touche-touche, quoi. Parce que le camp, il fait 50 hectares. Pamiers, le même nombre d'habitants, on va dire, mais sur 5000 hectares. Donc, voilà. Et donc, le camp, à partir du 21, 22 et 23 septembre 1939, il est vidé. Et on en envoie 7000, je prends le nombre, donc à peu près 7000, un peu plus de 7000 à Sept-Fonds, en 3 convois. Et en fait, on vide le camp du Vernet. On garde 385 Espagnols. 385 parce que notre jeune document d'archives qui est 385 pour nettoyer le camp et préparer la suite. Et la suite, ça va être l'internement des étrangers indésirables, où là, le camp va être cloisonné en quartier. Dans la première période, il n'y avait que des Espagnols, donc on n'allait pas faire des quartiers, c'était des Espagnols. Parce que là, on cloisonne en quartier, le A pour les droits communs, le B pour les politiques et le C pour les suspects comme le dit un auteur. Après, il y a le quartier T, c'est les travailleurs, les gens en transit. Bon, il y a l'hôpital, avec des grosses guillemets, bon, voilà. Et là, étranger indésirable, ben, voilà. Dans votre travail, vous n'avez jamais essayé de vous rapprocher des gardiens, des familles des gardiens, d'avoir... Certaines familles nous ont contactés, nous ont fait passer par exemple des dessins, ou le premier carnet de dessin qu'on a eu, c'est une famille enfin, la famille, le petit-fils et la petite-fille de quelqu'un qui était gardien. avoir sacrée d'informations. Pas forcément en fait. Là par exemple, le carnet de dessin dont on se sert pour faire notre conférence, on en est au 5e exemplaire, pratiquement identique, et c'était en septembre. C'est en fait, là dans la famille, si vous voulez, celui qui a récupéré ce carnet de dessin, il était né à Odessa, donc il était ukrainien. Il parlait plusieurs langues, il s'est engagé dans l'armée française, la Légion étrangère, parce qu'il n'était pas français. Et quand on a vu qu'il parlait plusieurs langues, il a été envoyé comme gardien au camp du Vernet pour traduire pour les gens qui écrivent, enfin voilà. Et lui, quand il a vu ça, quand il est arrivé au camp du Vernet, bon, mais il dit, ah, c'est un militaire, quoi. Hein. Et quand il voit ce qui se passe, il n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Et il se lie d'amitié avec M. Garay, qui a écrit ce carnet de dessin de la pièce de théâtre. Il joue dans la pièce de théâtre, d'ailleurs, c'est M. Gardien. Et M. Garay lui fait une dédicace sur le texte de la pièce de théâtre, le remerciant pour son c'est une dédicace très touchante, pour son humanité, que si ça avait été différent. Enfin. Et en fait, c'est lui qui sort la pièce de théâtre, ce texte, qui sort le carnet de dessin. Voilà. Et après, lui, ce gardien, il a démissionné, il a fait de la résistance, il a été déporté. Et quand on a rencontré, bon, parce qu'ils nous ont contacté la famille, le fils de ce gardien, qui a 2 enfants, les 2 enfants, ils n'ont pas le même aperçu de leur grand-père. Il y en a un qui dit vous avez rien dit, nous avez rien dit, voilà. Puis l'autre qui dit mais maintenant on le sait, il faut passer à autre chose. On sait, et donc c'est intéressant de savoir ce qu'a fait notre grand-père. Mais il y en a un qui le vit mal, ça, parce qu'il a l'impression d'avoir été trahi, trompé par son père, son grand-père. Enfin voilà, il y a des ressentis vraiment différents dans la même famille, quoi. Et quand on y a été, là, on a vu vraiment les originaux, quand on voit un original, c'est impressionnant, quoi. Hein. Et bon, enfin voilà. Le ressenti des 2 petits-fils, on va dire, a été complètement opposé, quoi. Et nous, on ne s'y attendait pas du tout. Que nous aviez contacté, on était contents. Oui. Et puis après, la réaction du deuxième, quand on a pu un petit coup à voir tout ça, pour reparler autre chose, il est parti
quoi. Et les parents, enfin, ça a été compliqué. Voilà. Aussi, on a été contacté par une famille d'un ancien gardien qui était lorrain. Oui. Le hasard fait que mon père le connaissait bien, puisque ce gardien et son fils l'ont suivi pendant quelque temps. Et le hasard a fait qu'ils m'ont contacté, on a un peu échangé, et puis après, je crois que c'est le fils ou le petit-fils d'un soldat allemand qui a été interné dans le camp après la guerre. Ah oui. Qui nous a, Oui, parce que dans nos biographies de fusiliers, on a deux anciens gardiens qui sont exécutés dans le code du maquis, etc., qui sont marqués comme anciens gardiens du code du Vernet. oui, oui. Il y a une question que je vais poser, les directeurs, est-ce qu'on connaît un peu leur personnalité? Parce que j'imagine que tout ça évolue. En 1940, je me vois par rapport à d'autres endroits, les directeurs, qui sont très fermes, qui sont avec l'humanité, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait les morts. Parce que le mort, c'est du boulot. Il faut déclarer la mort, il faut faire des trucs. Le corps, c'est très encombrant, le corps, il faut l'évacuer, il faut organiser des obsèques. Donc, ils ont intérêt à mettre les gens à la limite de l'humanité, mais pas pousser à la mort. Pas pousser à la mort. Ils ont du mal à faire remonter. Oui, on a retrouvé, mais je crois toujours avec cette histoire de gardien, là, une lettre d'un des commandants, parce qu'en fait, en fonction des commandants du camp, ça se passait plus ou moins bien, enfin, il y en a qui étaient plus humains que d'autres, moins humains. Bon. Et là, il y a un des directeurs, enfin des chefs du camp, qui fait une lettre à un interné en disant, bon, je t'ai aidé quand même, tu pourrais peut-être faire un courrier en disant que mon comportement n'a pas été si bon. À la fin de la guerre, si je venais à avoir des ennuis, est-ce que vous accepteriez de témoigner en ma faveur, disant que j'étais quelqu'un d'humain, je n'étais pas un tortionnaire? C'est un classique. Voilà. Après, c'est sûr à partir de 43, ils commencent le ventour, mais ils comprennent qu'ils vont pas gagner. Le premier carnet qu'on a eu là, c'est les familles de gardiens qui nous ont ramené, c'est le grand-père, mais bon, on n'a pas eu plus de contact que ça, ils nous ont donné le carnet de scène. On vous donnera du coup les biographies des deux. Un tout au début et tout au bout. À la libération. Après, aux archives, on peut accéder aux fichiers du personnel. Bon, mais nous, entre guillemets, ça nous fait c'est le travail. Mais ça pourrait être le travail d'un étudiant. Oui, tout à fait, oui, non, bien sûr. Mais il y a tellement de pistes, par exemple les évadés, ça pourrait être aussi un de pistes. Il y avait un ancien interné, Antoine Canovas, lui, il voulait qu'on fasse un travail sur les médecins. Les médecins internés, puis des médecins pas internés. Il y en a qui essayaient de faire du mieux qu'ils pouvaient, d'autres peut-être moins. C'était vraiment son truc, mais bon, à l'époque, on n'avait pas fait tout ce gros travail au niveau des archives. Il y a différentes pistes qui sont aussi intéressantes les unes que les autres, mais c'est vrai que là, nous, on fait ce gros travail de recherche, d'identification, parce que sur notre site internet, on a 2 ou 3 demandes par semaine de gens, parce que mon grand-père, c'était des hommes qui étaient dans ce camp, des hommes étrangers, très peu de femmes. Mon grand-père, mon père, mon oncle, un ami, on cherche, voilà. Donc on a ce gros travail à faire de recherche, de répondre à ces gens, plus organiser des expos comme ça, bon là vous voyez la partie immergée de l'iceberg, mais on a visité votre musée là. Le travail en dans un amont. petit espace, mais qu'est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que c'est riche avec la maquette qui est formidable. Mais la maquette, c'est Fernando avec son père qui a. C'est sûr de mon père, moi j'ai Oui, juste peint les baraques. il appelle les baraques. Même dans un petit espace, Qui a fait des anciens du travail. une humanité. C'est ça, parce qu'en fait, très certainement que le musée, on va le transférer à la gare elle-même du Vernet qui sera transférée à un musée. On va travailler avec le département parce que la gare appartient au département et c'est ce que j'ai dit à Mme Teki quand elle m'a annoncé que ce projet va se faire d'ici 2 ans, je dirais. Je dis que nous, vraiment, ce qu'on veut, si on va y travailler, c'est garder cette humanité, cette simplicité. Souvent, les gens ils nous disent notre musée, il est bien, tout ça, il est simple, c'est pas entre guillemets tape à l'œil, c'est pas. Enfin, on essaye d'y mettre des choses qui nous paraissent intéressantes. Il n'y a peut-être pas une scénographie ultra moderne, mais c'est par là, et les gens ils aiment bien cette simplicité. Quoi. Voilà.
par la force des choses, puisque c'est nous qui l'avons fait. Écoutez, bravo, parce que vraiment. On ne pouvait pas faire rien de plus. Je ne suis pas spécialiste de muséographie, mais c'est vrai que il y a des historiens spécialistes du camp. Oui, mais dans la simplicité, il y a de l'authenticité, des fois c'est aussi bien. Alors, on n'a pas fait de conseil scientifique, mais on a fait un GTA. Le GTA, c'est le groupe de travail des archives. Parce que nous, on n'est pas historiens, on va aux archives. Quand on voit écrit camp de concentration, on ne dit pas camp d'internement, on dit camp de concentration. Voilà. Ça s'appelait comme ça, les anciens l'appelaient comme ça. C'est la dénomination officielle de l'époque. Pourquoi changer? Et ce que l'on dit, enfin, le bureau de l'amicale, on est 6 à travailler, c'est qu'on ne veut pas être accusé plus tard de négationnisme. Donc nous, on utilise camp de concentration. Si vous voulez utiliser autre chose, vous êtes libre, voilà, mais nous, on utilise ça. De toute façon, moi, il y a très longtemps que je suis dans l'amicale, depuis 1983, j'ai connu beaucoup d'anciens. Et aucun n'avait l'impression d'être dans un camp de vacances ou d'interne. Ils parlaient tous de camp de concentration. Ils avaient tous l'impression d'être dans un camp de concentration. Les créneaux que l'on défend, c'est le vocabulaire. Voilà. Ne serait-ce que par respect pour ces gens-là, on doit appeler ça un camp de concentration. Et puis en plus, c'était la dénomination officielle. Comme ça. Oui, de la Troisième République, de la Troisième République d'abord, et puis ensuite du régime de Vichy. On a bien conscience qu'il y a eu par ailleurs d'autres camps de concentration, peut-être d'extermination, peut-être de mutilature, plus de monde. Oui, mais il suffit de rajouter une modalité, il suffit de rajouter un qualificatif, camp de concentration et d'extermination, de mise à mort. Mais pourquoi enlever camp de concentration alors que les documents sont là et que cette notion de camp de concentration, elle résonne encore, même chez les descendants, parce qu'on en a entendu parler. Donc nous, on est pour ajouter des modalités. Vous savez, les gens qui ont été à Mauthausen, par exemple, le monument qui est au Père-Lachaise, eux, ils ont dit Mauthausen, il y a une espèce de colonne, ils ont mis camp d'extermination, carrément. Bon, c'est un geste associatif de gens qui étaient concernés. Mais nous, on a proposé, on a débattu avec Péchanski, quand on a pu enfin obtenir un débat, je te souviens. Donc on a débattu avec lui, on lui a dit, il nous explique, oui, mais ici en France, on ne le dit pas, c'est en Espagne. Ah bon, mais quand on passe les Pyrénées, la vérité est différente, ça me rappelle une vieille citation, vérité en deçà des Pyrénées, le contraire ici. Non, c'est pas une question de Pyrénées ou de pas Pyrénées, ça s'appelait comme ça, et après on explique. Et on sait bien que le camp du Vernier, il n'y avait pas de chambre à gaz, évidemment, et même si on compte les centaines de morts, il n'y en avait pas des milliers, c'est sûr. Voilà. Mais après, il faut être ferme là-dessus, parce que sinon, comme dans l'actualité montre que les notions idéologiques, ça va, ça vient, quand on parle d'antisémitisme aujourd'hui, ou d'antisionisme, il y a des positions qui n'ont rien à voir avec l'objectivité. Donc l'objectivité, c'est les documents disent ça, donc les cartes postales de l'époque, les journaux de l'époque, les cartes postales de Chauvin, etc., et les internés, puis la police, etc. Donc c'est camp de concentration, et après vous mettez la modalité que vous voulez. Par exemple, à Péchanski, on lui a dit il suffit de dire camp de concentration allemand ou nazi, camp de concentration nazi et camp de concentration pas nazi, déjà. Mais après, moi je dis, on demande la France parce que c'était. Désolé, mais c'était le sous-merde de l'Allemagne. Quand la France est occupée, c'est plus la France. La France, à la limite, elle est à Londres avec De Gaulle et les résistants. Mais la France administrative, on va dire, Pétain, ils sont touchés. Quoi. Donc, voilà, quand on dit les territoires du Troisième Reich, même avant que, quand il y avait la zone non occupée et la zone occupée, bon, ils venaient faire le marché au Vernet, les Allemands et les Italiens, choisir, nous, celui-là, donc. Et c'était signé dans la Convention d'armistice, il fallait que la France remette. Voilà. Donc nous on insiste là-dessus. D'abord on insiste sur la guerre à l'Espagne, pas la guerre civile. C'est-à-dire que la guerre à l'Espagne c'est la première lutte armée perdue contre tous les fascismes, nazisme, avec Hitler, Mussolini, Salazar, le portugais aussi. Ensuite on camp de concentration parce que ça s'appelait comme ça pour nous. Ensuite on dit qu'on fait un travail d'histoire et de mémoire. Moi, j'aime pas le devoir de mémoire. Le devoir, c'est une obligation de pouvoir devoir. Moi, j'étais instit, un devoir, c'est une obligation. Et nous, on ne fait pas ça par obligation, on fait ça parce que ça, voilà, ça nous intéresse. Donc, voilà, ça, et après, ce dont on parle aussi maintenant, je me suis rendu compte, c'était important de parler, non pas de la résistance française, mais de la résistance en France. C'est pas pareil.
Les premiers qui font de la résistance, ce n'est pas des Français. Les premiers qui font de la résistance, c'est qui? C'est des gens qui ont déjà connu une guerre, c'est qui? C'est les Espagnols, c'est tous les gens qui ont participé à la guerre d'Espagne en tant que brigadistes. Eux, ils savent que, désolé, avec le fascisme, avec le nazisme, les bonnes paroles, ça ne va pas suffire. Et après, il y a des résistants français qui ont bien sûr. Mais au début, la résistance, elle n'est pas française, elle est étrangère. Et à la fin de la guerre, évidemment, De Gaulle, il va écrire un roman national pour unifier le pays. On va éviter de parler de camps de concentration. Les étrangers, bon, hein, on ne va pas en parler et on va maçonner tout cela autour de la résistance française. Mais au début, les premiers résistants. Pas que De Gaulle, d'ailleurs. Hein? Je ne dis pas que De Gaulle. Hein. Non, Tous non. les bords se Oui, sont oui. gargarisés de. Comme on va le voir avec l'Euro Paprika, Voilà. c'est pas De Gaulle, Bravo. c'est un homme de gauche. Voilà. D'ailleurs, on va pas- On a une magnifique transition. Magnifique transition.